De quoi s'agit-il? Il s'agit de la façon dont les entreprises achètent, dans le temps. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe temps. Et dans l'axe vertical, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le niveau de préoccupation à un moment donné. Il y a 4 dimensions qui décrivent les préoccupations. Première dimension, c'est les besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client est obsédé par les besoins. En l'occurrence, vous voyez, c'est vraiment la rage. Et cette préoccupation sur les besoins, au fil du temps, comme vous voyez, c'est la courbe verte, ça baisse. Deuxième dimension, l'argent. C'est l'argent, c'est la courbe orange. Préoccupation qui est importante au début, qui s'estompe au milieu et qui redevient importante ici. Et très importante après l'achat. Troisième dimension en termes de préoccupation, c'est tout ce qui a trait à la partie noire, là, la preuve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre client va vouloir tangibiliser les idées qu'il a de votre service. On y viendra, très important, notamment par rapport à IDIR, Aliette, très important. Quatrième dimension, c'est, vous voyez en rouge, c'est toute la partie relative au risque. Très faible au début. Lorsque vous rentrez en relation avec quelqu'un, vous êtes dans l'échange des enjeux, des choses comme ça, au début, le risque n'a pas grande importance. En revanche, au moment de la contractualisation, le risque est la dimension la plus importante dans la relation. Donc voilà 4 dimensions qui s'échelonnent, enfin qui vont vivre, vous voyez, ça monte, ça descend, durant les 4 phases du parcours d'achat client, sachant que le client il passe par 4 phases. Première phase, une fois qu'il a reconnu un enjeu. L'enjeu, ça peut être, alors ça c'est un point important, hein. Pour chacun d'entre vous, je vous invite à réfléchir en tout premier chef, quels sont les enjeux de mes clients. C'est ça qui est l'élément déclencheur d'une démarche d'achat côté client. S'il n'y a pas d'enjeu côté client, il n'y a rien. 4 phases. La première phase où le client va idéaliser l'utilisation de vos services. Et en première instance, c'est-à-dire dans cette première phase, c'est vraiment ça qui prime. C'est-à-dire votre interlocuteur, vos interlocuteurs vont s'intéresser aux besoins. Et ça va être la priorité numéro 1. À un moment donné, phase 2, on est en B2B. Mais B2C va faire pareil. Phase 2, il va avoir besoin de preuves. C'est le moment, phase 2, où le client, phase dite d'instruction ou de vérification, c'est le moment où le client va tangibiliser tous les éléments associés à votre service. Il veut avoir des preuves. Des preuves que ce que vous faites marche. Des preuves que la dernière fois que ça s'est passé chez les particuliers, ça s'est bien passé avec les entreprises. Donc là, soyez prêts, dans cette phase-là, le client va vouloir, avoir des démos, avoir des preuves, pouvoir parler à d'autres personnes qui, vérifier les modalités de mise en œuvre. Il va falloir également des éléments de coût et choses comme ça. Ça va jusque-là? Phase 2. Une fois que le client il a un enjeu, il a fait la liste des besoins au regard de ce que vous êtes en capacité d'offrir, il a vérifié avec vous que ça le faisait, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Acheter. Et qu'est-ce qui se passe? Alors regardez, vous, en tant que particulier, quand vous achetez, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un achat significatif, comment vous vous sentez? Vous avez des doutes, anxieux. Vous avez des doutes. Au moment de s'engager, au moment de signer, il y a l'anxiété qui gagne. C'est vrai aussi au sein des organisations. Cette anxiété que nous ressentons en tant que particulier, elle se manifeste en tant qu'organisation sous la forme d'un risque. Et donc l'organisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de minimiser tous les facteurs de risque. Comment ils vont faire? Il y a toute une série d'éléments. Ils vont sortir des contrats, ils vont imaginer des pénalités, ils vont vous enquiquiner sur votre viabilité économique, ils vont faire toute une série de choses. À ce moment-là, il sera important pour vous, donc c'est phase 3 là, c'est le moment où le client contractualise, il sera important pour vous d'être particulièrement rassurant dans votre démarche, et notamment dire, attendez, regardez, on a fait toute une série de choses ensemble, ramenez-les à tout ce que vous avez fait avec eux. Ramenez-les. Ramenez-les à cette réalité-là, et puis éventuellement, donnez-leur des compléments, comme, ben regardez, nous avons travaillé avec un tel, les références, tout ce qui peut rassurer. Autre élément qui peut les rassurer, c'est le fait de dire, mais nous allons mettre en place des indicateurs ensemble pour suivre la relation dans le futur et comment ça se passe. Nouveau point de vente, nous allons suivre l'état des ventes dans les 6 mois à venir.
Des choses simples. Vous ne prenez pas d'engagement, jamais d'engagement, mais vous suivez avec le client dans la durée. Pourquoi c'est important? Parce qu'en phase 4, non seulement pour vous, parce que ça vous permet de gagner des références et d'en parler, mais ça permet aussi au client, en phase 4, donc il a acheté, de vérifier qu'il obtient bien la valeur qu'il pressentait lorsqu'il a idéalisé en phase 1 ses propres besoins et votre capacité à satisfaire ses besoins. Est-ce que ça va ce que j'ai dit? Donc un parcours d'achat, à quoi ça ressemble? Donc vu du point de vue du client, c'est ça. Donc là, je linéarise complètement tout ce qu'on vient de voir. Ça donne ça. D'accord? Donc ça, c'est en B2B. Mais quelque part en B2C, vous allez voir, c'est pareil. On part de là. Le client, au début, reconnaît un enjeu. Et je vous invite très clairement à axer votre réflexion et votre sélection, parce que je vais tourner vers vous et dire, votre sélection des clients cibles auprès de ceux qui seront en capacité de partager cet enjeu. Si ce ne sont que des enjeux d'image, on aimerait bien l'économie responsable, ça nous plaît, on aime bien à Blanche, bon, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une cible. Par contre, si vous dites aujourd'hui, on fait 90% de notre chiffre d'affaires avec des marques traditionnelles, et on veut passer de 10% à 20% la proportion de produits, je dirais, éthiques, d'économie responsable, alors là, vous êtes dans le cible. Je vous invite à faire donc, ce travail d'identification d'objectifs, vous avez déjà commencé, et ensuite, une fois que vous avez identifié l'enjeu, je vous invite à identifier la fonction dans l'entreprise cliente qui porte cet enjeu. Ce que je vous invite à faire, là, si je puis me permettre, question enjeu et question ensuite dynamique de la vente, je vous invite effectivement à avoir un site B2C. Mais c'est la priorité, je ne suis pas sûr que ce soit la génération de revenus. Par contre, je vous invite à faire de ce site une plateforme attirante pour que les consommateurs de Bilton puissent ensuite poster des avis, poster des histoires sur qu'est-ce qui s'est passé. Ben voilà, on avait une soirée entre amis, c'était génial parce que personne ne connaissait, on a découvert, c'est savoureux, etc., etc. Recueillez les histoires avec le site B2C, mais faites l'effort auprès des sites B2B. Et les points de vente jusqu'à présent, 150, c'est une super. Les Galeries Lafayette. Pourquoi les Galeries Lafayette ont-ils référencé votre produit? Quel est l'enjeu qui les a amenés à ça? Je vous invite à concentrer votre effort de vente sur les points de vente. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien dans votre société? 3. Donc concentrez sur l'effet démultiplicateur des canaux de distribution, que ce soit les points de vente, épicerie fine ou voire des gens comme les Galeries Lafayette. En étant très, comment dire, axés sur leurs enjeux qui sont, vous l'avez cité, hein, offrir quelque chose de premium, être dans la nouveauté, être les premiers sur le marché, en plus c'est sain, ça donne une image, etc. Et servez-vous des avis consommateurs et de votre site B2C pour donner les éléments de preuve, avec toutes les histoires que les gens vont raconter. Et ces histoires, il faut qu'elles renvoient au message que vous voulez faire passer, c'est-à-dire vous faire passer le message comme quoi le Bilton c'est sain. Faites intervenir un sportif qui va expliquer que, voilà, que depuis qu'il mange ça, il n'est pas lourd, il fait des marathons dans des temps records et je ne sais quoi. C'est toutes ces histoires qui vont vous servir, qui vont servir ensuite de preuve dans la démarche de vente que vous ferez auprès des points de vente. Donc le B2C, le site B2C, c'est la preuve de la démarche que vous avez sur le B2B. C'est peut-être valable aussi pour vous, Antoine. C'est-à-dire que, je veux dire un peu brutalement, vous m'excuserez, c'est un peu ma forme, c'est que le marché B2C est beaucoup plus compliqué à mettre en branle qu'un marché B2B. Et surtout quand on est start-up. Et pourquoi? Pour une raison simple, parce que le B2C, voilà, c'est des individus éparpillés, il faut souvent des moyens moteurs pour les toucher, alors que le B2B, vous pouvez cibler vraiment des entités qui peuvent tout de suite passer commande, et sur des quantités plus importantes, et avec un effort de communication moindre. Donc voilà pourquoi j'ai une sorte de tropisme, de prédilection pour le B2B. En revanche, toutes les histoires que vous allez bâtir vont servir de preuve. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire avec des particuliers, ça va servir de preuve. Nous intervenons aussi avec des particuliers, et voilà pourquoi les anneaux de service. Donc là, l'idée, c'est de mettre l'accent sur les éléments de différenciation autour de votre service qui font que le particulier est ravi. Ça va, ça? Oui, c'est clair.
Mais ça vous parle par rapport à Ouais, complètement, totalement. Sinon c'est compliqué, vous n'empêcherez pas le particulier d'avoir peur du fait de faire appel à vous pour nettoyer la maison alors qu'eux ils sont complètement ronds après une fête très arrosée. Et ça ils ont ça, et ça vous n'allez pas pouvoir l'enlever, ça c'est clair. Moins dans les médias. Donc premier point, l'enjeu. Et vraiment l'enjeu, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est fondamental. C'est ce qui fait que le client s'engage dans une démarche d'achat. Deuxième moment, c'est la solution. Alors la solution, c'est quoi? C'est le client qui visualise la solution. Donc ce n'est pas la solution au sens nous sommes vendeurs, nous apportons la solution. C'est le client qui à un moment donné, qui va vous dire ah ouais, je vois très bien, on a des chantiers où vraiment on perd 10 jours pour pouvoir mettre les équipes en place, mettre les équipements en place, etc. Et ça nous pénalise dans notre capacité à tenir les délais dans la réalisation du chantier. Avec votre service, moi je vois bien le fait que du coup, on va pouvoir réduire le délai de mise en place, de démarrage du chantier de 10 jours à 5 jours. Et ces 5 jours, croyez-moi, ça nous évite des pénalités. C'est ça la solution. C'est la solution, c'est la façon dont votre client, en phase 1 de conceptualisation, va visualiser la façon d'utiliser le service. Ça va ça? Après la solution, l'implication des métiers. Ça, c'est spécifique au B2B. Ça, dans le B2C, effectivement, on n'en parle pas. Mais l'implication métier, ça veut dire quoi? Quelque part, dire, encore une fois, vous l'avez mentionné, c'est difficile de savoir quel est l'interlocuteur. Et une des grandes difficultés que vous allez connaître, si vous connaissez déjà, c'est le fait d'aider le client à faire consensus. C'est-à-dire que le directeur général et le conducteur de travaux et le responsable des opérations et le dispatcher, à un moment donné, vont dire oui, c'est génial le service offert à Tractor. Pourquoi? Parce que moi je gagne de l'argent, moi je réduis le temps, moi je mets mes équipes en mouvement tout de suite. Bref, chacun aura une définition de la solution différente, mais qui concourra à la création de valeur pour l'entreprise. Donc vous aurez ce travail à faire. Difficile, mais vous l'aurez à le faire. Tac. Ensuite, création de consensus, là on est vraiment dans le B2B, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Structuration de la démarche d'évaluation, là typiquement ça vous concerne surtout ceux d'entre vous qui êtes spécialistes sur du B2B. Typiquement Antoine, à un moment donné avec les points de vente, il va falloir, si les gars sont intéressés, c'est-à-dire qu'ils ont un enjeu, faire du premium exotique, changer un peu, donner une image d'originalité et faire du chiffre sur des produits justement pas forcément made in France, mais qui viennent d'autres horizons. Par rapport à cet enjeu, vous offrez une solution, ils voient bien comment l'introduction du billetton peut aider à cela. Vous allez discuter avec, je sais pas, un responsable merchandising, marketing, etc. Il y aura plusieurs personnes qu'il va falloir associer à la démarche. Et à un moment donné, ils ne vont pas vous dire comme ça, vous mettrez 50 tonnes de boîtes de billetons. Ils vont vous dire, on veut un peu de preuves. Là, vous pouvez utiliser votre site B2C. Ils vont peut-être demander aussi un référencement partiel dans 2-3 magasins phares. Bref, il y aura une phase de probatoire. Il y aura une démarche de mise en œuvre. Comment ça se passe? Comment on va être alimenté? Est-ce que vous avez la capacité à nous alimenter par rapport à une demande qui va croître de telle et telle manière? Il y aura une équation économique. Si nous passons commande de n'importe quoi, 50 palettes, c'est combien le prix? Mais si c'est 50 000 palettes, est-ce que c'est le même prix? Tout ça, c'est la partie, je dirais, structuration de la démarche d'évaluation. Et dans une démarche d'évaluation, il y a toujours 4 points. Il y a la preuve, on en a déjà parlé. Il y a le plan de mise en œuvre, c'est cet aspect progressif. Comment ça se passe? Comment le service se décline-t-il? Il y a la partie validation du bien fondé économique. Et ça, vous allez retrouver en B2B comme en B2C. Il y a la partie validation juridique. C'est essentiel. C'est courant pour nous. Essentiel, voilà, en B2B. Mais aussi en B2C. Et là, je pourrais revenir les taux d'abandon. Est-ce que vous avez observé à quel endroit se situent les taux d'abandon?
J'ai enlevé ma veste. Mais quand il y a plusieurs frais de port qui s'additionnent, malheureusement. Les frais de port apparaissent où sur votre site? Ils apparaissent quand mon client s'enregistre. Parce que les plus forts taux d'abandon, c'est quand mon client, qui n'en est pas un du coup, n'est pas inscrit sur le site. Et mes frais de port peuvent évoluer en fonction de son adresse. Oui. Par exemple, sur Paris, je peux livrer en coursier, donc ça coûte moins cher que l'envoyer par la poste. D'accord. Et donc c'est là où j'ai le plus de... À l'enregistrement. À l'enregistrement, avant même qu'il ne déclenche donc une identité qui en fait, déroule une démarche d'achat. En fait, on peut déjà commencer sa démarche d'achat sans être enregistré sur le site. Oui. Donc il peut déjà rajouter, par exemple, son pot de miel dans son panier. Donc il l'a déjà dans le panier. Ah, il a déjà créé un panier. Il a créé son panier, mais il n'a pas créé de compte. Et pour commander, il a besoin de créer son compte. Parce que j'ai besoin de son adresse pour calculer les frais de port. Ouais. Et c'est là où je peux avoir une déception. Alors, est-ce que vous connaissez la statistique des taux d'abandon dans l'e-commerce aux États-Unis? Aux États-Unis, non. En B2C? Non. 84%. Ça oscille entre 78 et 84%. C'est énorme. Énorme ici. Mais on peut faire mieux. Amazon a des taux d'abandon qui sont bien plus faibles. Et Amazon a testé beaucoup de choses. Eh oui, mais attendez, regardez la psychologie, regardez comment elle marche. Regardez la psychologie de votre client. Quand vous faites, alors, parce que ça en B2C, ça ne pardonne pas. Là, j'ai fait un commentaire. En B2C, ce qui est déterminant, c'est votre vendeur, c'est votre site. D'accord. C'est lui. Donc, quelque part, il faut que votre site reflète ça. Il ne faut pas se tromper. Grande erreur que même Amazon a faite, et naturellement, ils ont pallié cette erreur, c'est qu'à un moment donné, notamment, il faut que cette histoire est fantastique. Il y avait des frais de port chez Amazon. Il y avait des frais de port, et ils ont constaté que ça coinçait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui abandonnaient leur panier au moment où ils voyaient apparaître, tiens, toi t'habites loin, frais de port tant. Et ça a commencé par Amazon US. Les frais de port, c'est à quel moment dans le parcours d'achat client? Contractualisation. Exactement. Donc on est juste avant le moment où je mets ma carte bleue, ou je l'ai peut-être mis, hein, j'ai peut-être mis les informations en carte bleue, je suis à même un clic de je passe commande. C'est là. Contractualisation. Quel est le point clé dans la tête du client? Est-ce que c'est le prix? Non. C'est le risque. Quand il voit frais de port, il a un risque qui vient dans sa tête. Quel est ce risque? Quelle est cette perception de risque? Ce n'est pas un coût qu'il voit. Il ne voit pas frais de port. Il voit arnaque. Il voit arnaque, exactement, super. Il voit arnaque, il dit, mais attends, mais ce truc-là, ça apparaît comme un cheveu sur la soupe. J'ai fait tout mon processus, j'ai mis mon bouquin, j'ai mis machin, j'ai vu le bouquin qui apparaît, super, que j'ai pu consulter les pages, c'est nickel, c'est de la preuve. Et ensuite, j'arrive à la fin, mettez votre numéro de carte bleue, c'est normal. Donc déjà, il est un peu crispé, là, il se dit, avec le truc, machin, il y a la NSA, il n'est pas bien, là, il n'est pas bien. Et en plus, il sent le risque. Hein. Et à ce moment-là, hop, et à propos, il y a un frais de port. Et là, il se dit, attends, on se fout de ma gueule. Et il abandonne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Amazon? Ils ont décidé de faire le frais de port à 0. Il y a un pays qui a décidé que non, ça ne serait pas 0, ça serait 1 euro. C'est la France. Parce qu'en France, on est beaucoup plus intelligent que les autres. C'est bien connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un effet immédiat en termes de vente et en termes de diminution du taux d'abandon dans tous les pays qui étaient passés à 0. Et au contraire, aucun impact en France. Parce que même à 1 euro, ce qui prouve bien que le problème n'était pas la somme d'argent, ce qui prouve bien que le problème c'était ils m'arnaquent, les salauds. Ils me font apparaître ça comme ça. Et il y a un livre, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Dan Ariely. Vous connaissez? Dan Ariely, Dan D-A-N. Ariely, A-R-I-E-L-Y. Et il a écrit un bouquin qui a été traduit en français, qui s'appelle Comment... Mais il faut que l'un d'entre vous trouve ça sur le web. Dan Ariely, How do we make predictable... Comment quelqu'un peut-il m'aider? Dan Ariely, A-R-I-E-L-Y. Comment prenons-nous des décisions prévisibles en étant imprévisibles, quelque chose comme ça? C'est un peu le même souci avec les comparateurs de voix.
On arrive à la dernière page, frais de dossier, frais de carte, 20 €. Par principe, j'achète pas. Mais exactement, voilà, c'est Ils ont ça. les meilleurs billets du monde, mais... Exactement, alors que tout va bien. Et c'est terrible, hein, les comparateurs de vol, c'est encore pire que ça. Vous savez ce qu'ils font? Ils font tourner le truc. C'est pire que ça, l'arnaque. Ils font tourner le truc. Le super content. Ouais. Paris-Bogota, 150 €, je suis content, j'y vais, j'y vais. Non, j'ai pas besoin de prendre 150 €, c'est trop fort. Et là, tout d'un coup, vous êtes au moment où vous mettez la carte bleue, paf! Nous sommes désolés, il y a eu un problème de connexion. Merci de redémarrer. Là, tout d'un coup, donc vous redémarrez. 600. Et vous faites le truc, et tout d'un coup, Paris-Bogota est passé à 600. Oui, c'est ça, c'est que ça Vous avez vu celui-là? D'accord? Bon, mais c'est connu, ils font ça. Certains font ça. Ce qui veut dire que non seulement, et c'est ça le problème, hein, le problème de fond de la vente, en B2B comme en B2C, c'est que les clients achètent toujours de la même façon. Malheureusement, les vendeurs ont tendance à faire les mêmes entourloupes. Comme ça là. Et sur le web aussi. Alors le web, comme il n'y a pas d'interaction humaine, il n'y a pas possibilité de demander pardon. Vous avez déjà vu le site web qui dit « Excusez-moi ». Je vois que vous êtes froissé. Non. Comme il n'y a pas d'interaction humaine, donc il faut que ça soit mais plat, mais totalement plat, et très respectueux de ce canevas. Ça va ça? Oui. Donc par rapport à votre point taux d'abandon, regardez, si vous pouvez de manière analytique, à quel moment les clients chutent, tombent. Et regardez quelle est la psychologie qu'il y a par rapport à ce moment. Et vous allez découvrir des choses. Sur, justement, si c'est le frais de port, typiquement. Frais de port implique perception de risque. Donc le frais de port de deux choses l'une. Soit vous le traitez là, tout de suite, lorsque le client s'enregistre indépendamment d'un panier. Dès qu'il voit apparaître, effectivement, tiens, je sais pas, j'habite Aurillac, attention, dans le Cantal, nous avons des frais de port. Est-ce que vous souhaitez continuer? D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une démarche très du genre, voilà, nous voyons que vous habitez dans le Cantal, les frais de port sont importants, et là vous laissez. Et le client après, il se dit, ah ben eux, d'accord, ils me taxent, mais ils sont corrects. Ils ne prennent pas au dépourvu à la fin de l'acte. Ok. Ça va ça? Donc tout ça pour revenir à mon schéma, derrière, qui est donc en B2B, une fois que tous les éléments de vérification et tous les éléments de minimisation de risque auront été effectués, le client alors est en phase où il est en capacité d'acheter. Et là, il va faire une négo. Il y aura une négo. Dernier point, avant qu'on passe la parole, une petite synthèse. Après la négociation, une fois que vous avez signé, je vous invite tous autant que vous êtes à mettre avec vos clients en place une démarche de collecte régulière d'informations sur l'utilisation qu'ils font de votre service. Plusieurs bénéfices. Pour les clients, le bénéfice, c'est ils voient que... Exactement, ils se sentent valorisés. Ils voient que vous avez envie d'avoir une relation avec eux qui s'inscrit dans la durée. Ça, c'est le premier point. Autre bénéfice pour vous, c'est que vous allez, si à un moment donné ça ne se passe pas très bien dans le truc, vous allez pouvoir prévenir avant que la date anniversaire du contrat arrive et que vous appreniez tout d'un coup que le client n'a plus envie de travailler avec vous parce qu'il n'utilise plus le service. Et puis surtout, vous allez collecter toute une série d'informations sur l'utilisation qu'ils font de votre service, qui seront autant d'éléments type success stories que vous allez pouvoir utiliser ensuite en prospection. Là. Une fois que vous avez des success stories, vous allez pouvoir raconter ces success stories parce qu'il y a deux moyens de prospecter de manière efficace, que ce soit en B2B ou en B2C. Le premier moyen, alors là c'est vraiment en B2B, c'est de vous servir des enjeux et des personnes, donc des histoires. Nous avons aidé les responsables du, qu'on s'appelle dispatching, les dispatchers d'entreprises, de travaux, à réduire le nombre de problèmes sur les chantiers liés à l'équipement de chantier. Donc ça, il y a toute une série d'objectifs que vous pouvez raconter. Nous avons aidé les instituts de beauté de la région de Nantes, par exemple, à augmenter leur chiffre d'affaires de 10% par l'introduction de produits à base naturelle, etc. Et ça donne une image complètement nouvelle par rapport à leur propre concurrence. Toutes ces histoires que vous avez racontées, que ce soit à travers des objectifs et des personnes,
ou des histoires tout court. Voilà, nous sommes au centre d'une communauté, d'une tribu de, je dis n'importe quoi, 10 000 amateurs de billetons, alors qu'il y a 2 ans, personne ne connaissait, et ils adorent ça, et pour les sportifs en particulier, ils nous racontent que nous raconter l'histoire. Et nous sommes fiers d'avoir été des gens qui ont introduit cet aliment sur le marché français. Tout ça, c'est ce qui va vous aider à amorcer la pente en prospection. Donc voilà comment ça marche. En fait, c'est une boucle vertueuse. Vous détectez les enjeux d'amélioration, vous développez une solution avec eux au sens du client. C'est pas nous avons la solution, c'est le client qui dit ben, si j'utilise votre service de telle manière, ça serait une solution par rapport à un enjeu. B2B, vous impliquez les différents métiers, vous les aidez à faire un consensus et à structurer une démarche d'évaluation, ça c'est B2B. Ensuite, valable en B2B et en B2C, il faut qu'il y ait une preuve. Dans Amazon, en B2C, c'est la preuve, je vois le produit, je vois ses caractéristiques, je peux consulter de manière virtuelle le livre. Plan de mise en œuvre. Voilà, plan de mise en œuvre, c'est là que vous allez rassurer en B2C, vous allez rassurer le client sur comment ça se passe. Et bien très clairement, une fois que vous avez signé ou une fois que vous avez passé commande, vous allez recevoir un email qui va vous détailler tout ce que vous avez truc, avec la date de passage du livreur, et puis, etc. Donc ça, c'est le plan de mise en œuvre. La validation du bien fondé économique, bon, en B2C, en général, c'est assez simple, c'est donnez-moi votre numéro de carte bleue. Bon. Mais en B2B, là, c'est vraiment, voilà, sur la base des bénéfices que vous avez évoqués, ou que nos clients nous retournent, eh bien, ils nous disent à peu près que ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires de 2%. Or, il se trouve que vous vendez ça, nous vendons ça à tel prix, donc 2% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à tel prix. Est-ce que l'équation économique est bonne pour vous? Et enfin, validation juridique ou procédurale. En B2C, c'est les contrats, les garanties, les machins, des trucs comme ça. En B2B, pardon. Et en B2C, par contre, bah, c'est là qu'il y a les frais de port, les trucs comme ça. La négociation et ensuite suivi dans le temps. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que c'est utile? Et c'est universel. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est universel. Aujourd'hui, vous vendez en France, ça marche comme ça. Demain, vous vendrez, je sais pas, au Maroc, aux États-Unis, au Japon, ça marche aussi comme ça. Avec Isabelle, nous sommes intervenus sur tous les continents, sauf l'Océanie. Et ça marche vraiment comme ça.